Matryoshka. Bon, son idée de la France étant posée, comme dit Bruno Solo, il faut sortir du rang d'une certaine façon. Et alors, on peut connaître tous, dans notre culture populaire, des références historiques, les voir passer sans forcément s'interroger. Mais on peut aussi se poser quelques questions. Par exemple, parmi vous, qui s'est demandé d'où vient le Saint-Éloi dont on parle dans la chanson du roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers? Eh bien, Bruno Solo, lui, l'a fait. Pourquoi? Comment il a choisi ses personnages? Eh bien, il a choisi des personnages qui, comme lui, aiment bien sortir du rang. Écoute. Beaucoup de mes personnages que j'invite dans mon dîner imaginaire un peu extravagant sont des gens qui ont décidé de sortir de la voie qui, a priori, leur était tracée. Je pense pas. Un des premiers, c'est Éloi, par exemple, ce moine absolument vertueux, destiné aux ordres, et puis d'un coup qui devient orfèvre, puis ministre des Finances de Dagobert, ministre des Finances parce que d'une telle probité, d'une telle honnêteté, parce qu'on lui donne de l'or pour construire un trône, parce qu'il était aussi orfèvre, et il lui reste de l'or, et au lieu de le garder pour lui, comme le faisaient la plupart des orfèvres à l'époque, eh ben, il se dit bah, je vais faire 2 trônes. Et donc le roi Dagobert lui dit mais vous êtes d'une honnêteté incroyable. Il dit bah, ça ne lui traverse même pas l'esprit de dire oui ou non. Il me dit bah, je vais vous faire ministre des Finances. C'est drôle, avec le recul, un ministre des Finances d'une probité absolue. Je ne dis pas, c'est une caricature. Évidemment, il y a le ministre des Finances qui sont... La chanson dit bien que c'est le bon Saint-Éloi, le grand Saint-Éloi. Le bon Saint-Éloi, et c'était un homme qui, effectivement, n'a cessé de chercher, de prospecter, de s'interroger sur sa condition, sur la condition des pauvres, sur la condition de ceux qu'il croisait sur sa route, et donc de jamais décider que c'était la seule voie qu'il devait choisir, était la voie de la religion ou monacale. Bon, après, il a terminé effectivement comme un moine. Il a eu pas mal d'abbayes, notamment. Il a construit le quartier du Marais à Paris, le quartier du Marais dans lequel j'ai grandi, c'est pour ça que je l'avais un peu choisi. Mais après, dans le nord de la France, il a construit beaucoup d'abbayes, mais il est passé par l'idée qu'il fallait connaître les gens pour avoir une foi digne de ce nom. Et il y en a beaucoup, Michel Théophraste Renaudot, qui a commencé comme médecin et humaniste et comme chercheur, et qui a aidé, qui a voulu faire des progrès sociaux à la cour, et qui a obligé notamment Louis XIII à repenser le statut des pauvres, etc. Il n'a pas toujours réussi, mais c'est marrant, quand il est devenu journaliste, il a inventé le journalisme moderne, alors là il est devenu totalement inféodé au pouvoir. Son savoir l'a amené à l'idée du goût du pouvoir. Et il s'est dit, si je dois faire un journal, pour que je le remplisse, il faut que ça soit Richelieu qui m'aide à le faire. Donc c'est devenu le journal de Richelieu, la fameuse Gazette, qui n'a disparu qu'en 1914 quand même, juste pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est marrant que cet homme de progrès, cet homme de science, cet homme curieux, cet homme d'une intelligence redoutable, eh bien, dès lors qu'il a eu entre les mains le premier journal moderne, ben, il en a fait un organe du pouvoir en place. Voilà. Je me suis appuyé sur une phrase d'Oscar Wilde qui est très rigolote, très cynique, mais très rigolote, qui dit « Il est absurde de séparer les gens entre vertueux et corrompus. Les gens sont soit charmants, soit ennuyeux. » C'est un peu vrai. C'est vrai qu'il y a des dîners où vous parlez avec un type qui peut être pas tout à fait recommandable, mais vous avez passé un bon moment avec lui. Après, la morale vous rattrape, et à nous de faire le tri entre ceux qui sont vertueux et ceux qui sont corrompus, quoi. C'est pour ça que j'ai pas mal de personnages dans mon livre qui sont assez limites quand même. Donc en fait, tous les personnages d'histoire là qui vous remontent, que vous allez chercher, qui ne sont pas forcément les plus connus, mais au contraire, vous allez en dépioter quelques-uns, c'est pas uniquement parce que finalement ce sont des modèles. Ah non. Ça. Non, à part Éloi d'ailleurs, quand je me suis rendu compte, quand j'ai eu terminé le bouquin, je regardais, je ne lui vois pas de défaut, c'est-à-dire que l'homme est d'une droiture, d'une probité parfaite. Tous les autres, même Christine de Pisan, qui est donc la première femme française, même européenne, il semblerait, avoir vécu de ses écrits, femme philosophe, c'est les prémices du féminisme, tout qu'elle a posé en demandant à ce que les femmes soient respectées pour ce qu'elles sont. Là, on est à quel moment? On est en 1380, on est au XIVe siècle, on est en plein Moyen-Âge, et cette femme, même elle, a fait des compromissions, et de sérieuses compromissions. Elle a écrit pour des gens qu'elle détestait. Elle a écrit même pour un duc
qui avait fait assassiner l'un de ses protecteurs. Mais elle a écrit pour lui, pour gagner de l'argent, pour se sortir de la situation dans laquelle elle était. Elle était veuve à la cour de Charles VI et à la cour, une noble veuve qui refuse de se marier, elle est répudiée. Elle s'est battue contre ça, elle dit « je peux m'en sortir », donc elle a commencé, il a bien fallu qu'elle fasse des compromissions. Ces compromissions peuvent paraître bizarres. Si aujourd'hui on disait « mais attends, t'as été l'écrivain fantôme d'une ordure, d'une crapule comme le duc de Berry, mais enfin t'as pas honte ». Et puis tu regardes dans le contexte, grâce à l'histoire, on a le recul nécessaire et on se voit qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Et que si même elle l'avait, elle l'a fait, mais pour défendre des idées qui étaient plus grandes que sa petite personne. Et donc aujourd'hui, par exemple, par rapport à toutes les histoires qui peuvent tapisser la presse, de tribunaux populaires qui s'érigent contre un mauvais comportement, une compromission justement de X, Y, Z, vous voyez ça comment? Avec le recul. C'est-à-dire que, attention, je ne suis pas en train de donner un blanc-seing à tous les corompulateurs, tous les salauds, tous les manipulateurs, tous les tyrans, pas du tout. Mais on a le devoir, il me semble, l'histoire nous l'enseigne, mais même l'histoire récente nous enseigne qu'on a le devoir d'être prudent dans nos premiers jugements. Est-ce que par rapport à ces sujets qui vous touchent dans l'actualité, l'antisémitisme, le rapport à la violence, le rapport à l'identité, est-ce que c'est comme ça aussi que vous allez chercher dans l'histoire des personnages ou des histoires qui permettent de dialoguer et de nous éclairer, de nous aider un petit peu à nous élever? Ouais. Moi, je ne crois pas aux guides, je ne crois pas aux phares, je crois aux éclaireurs. Vraiment. Un guide, il vous attire vers lui, il vous donne un chemin, souvent, c'est celui qu'il faut suivre et tout. J'aime bien d'ailleurs la phrase de Nietzsche que vous mettez en exergue, il m'est odieux de suivre tout autant que de guider. Donc, pas de guide, on ne suit pas. Donc, comment on se meut? Il y a des gens qui nous éclairent, ça peut être un peintre qui vous éclaire, un poète, un cinéaste, un boulanger, bordel de merde, un garagiste, tout d'un coup, il vous éclaire. Il te dit pas, il faut acheter cette voiture. Il dit, fais gaffe parce que tu vois, il te propose plusieurs marques de bagnoles. Je fais exprès de prendre quelque chose de prosaïque parce que c'est pas simplement pour des grandes idées qu'on a besoin d'être éclairé. Mais je pense que vraiment éclairer, c'est le terme le plus juste. Moi, je préfère les éclaireurs aux guides ou aux phares. Dernière question. Qu'est-ce que vous voulez, d'une certaine façon, transmettre et qu'on retienne de vous? Parce que, mine de rien, quand on travaille sur l'histoire, on voit bien qu'il y a une sorte de responsabilité, quoi qu'on fasse, par rapport à la postérité. Même si on n'a pas envie de s'inscrire dans la postérité, il y a quelque chose qui reste, il y a une trace. Je me souviens d'un dessin de Franquin, c'est Gaston Lagaffe qui dort avec un sourire. Il dort avec un grand sourire et il y a Prunelle qui passe, il dit « mais qu'est-ce qu'il a heureux quand il dort, de quoi rêve-t-il? Ça doit être merveilleux ». Et on voit de quoi rêve Gaston Lagaffe, il rêve qu'il dort. Je trouve ça une poésie extraordinaire. Donc la paresse, oui, mais n'ayez pas paresseux intellectuellement. La paresse intellectuelle, c'est la matrice de toutes les peurs, de tous les jugements hâtifs. Donc, si je devais laisser un souvenir à ceux qui m'auront apprécié lors de mon passage sur la planète, c'est de se dire bon, il m'a appris à ne pas être paresseux. Voilà. Donc, ne soyons pas paresseux. Et si oh, j'ai la flemme, eh ben, raconte-moi une histoire. Raconte-moi une histoire qui va me faire comprendre ce qui m'a échappé. Eh bien, moi, j'aime bien quand il nous raconte des histoires, Bruno Solo. Et d'ailleurs, si je m'inspire de son idée et que moi-même, dans quelques années, je convie autour d'une table tous ceux qui auront raconté de très belles histoires, eh bien, Bruno Solo en fera partie. J'espère que cette matrioshka vous a plu. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, à commenter, à partager sur tous les réseaux, plein de fois, à écrire plein de commentaires. Plein de commentaires, c'est hyper important pour les référencements. Et nous, ça nous permet de continuer à vous produire de belles vidéos avec des gens toujours aussi passionnants, avec un supplément d'âme ou un supplément d'esprit ou un supplément de cœur, en tous les cas, qui ont quelque chose à nous transmettre. À très vite pour un prochain matrioshka. Salut!